Maroc s'apprête à lancer d'énormes projets en matière d'énergie renouvelable, ou solaire. Quelle serait, selon vous, l'énergie de demain en matière de coûts d'investissement, en matière de sécurité, en matière de produits, productivité, en matière de durabilité? Et est-ce qu'on doit fermer la porte définitivement au nucléaire? Et que la question, elle est générale, concerne tous les pays émergents. Merci. Thank you. Merci. Bon, on a eu 3 questions. Je vais laisser la parole pour qu'on reprenne ensuite, qu'on vous redonne la parole. Donc, s'il vous plaît, please be very, very, very quick. About the first question. The first question was about the problem of nuclear safety and the development of maybe also nuclear in some countries like Iran, North Korea, and the problem of security. So, who wants to answer about the first question? About all the other problems that nuclear has, proliferation. I think I agree with you that that there is all these other negative connections with nuclear energy, and it has been very unfortunate that the nuclear energy is only being discussed in terms of its lower CO2 emissions, and not in terms of, is this a sustainable energy source for the future? And I completely agree with you on that. And on the question, should I just go on that as well, on the question of how do we make sure that the International Energy Agency is getting more getting more independent. I don't think that the International Energy Agency is so unindependent, and they are showing that they're really picking up the signals that they're getting from the industry that renewable can deliver, and that the finances for renewable must be made available. And also they're learning about the potential of technologies. And, we haven't even talked about that, of smart technologies that make sure that we don't need so much energy as is projected by the Energy Agency. And I think that is going to be the biggest challenge for the next couple of years, to make sure that we have a dialogue about this. We are, and the Energy Agency is able to be challenged with different numbers. So I think I'm quite positive about that. Saïd Mouline voulait peut-être répondre. Oui, très rapidement sur ce volet d'abord, bien sûr, le lien entre le nucléaire civil et le nucléaire militaire, bon, très rapidement, mais il est assez contrôlé. Je veux dire, c'est vrai que le grand travail de l'AIEA, ça a été souvent de contrôler les réacteurs pour éviter qu'on passe du civil au militaire. Sur le contexte marocain et les énergies pour demain. Aujourd'hui, on est à 60% charbon, gaz naturel, 15%, renouvelable, hydraulique compris, et importation d'Espagne, d'électricité. Dans notre stratégie, il y a plus de renouvelables et aussi, il ne faut pas oublier, d'économie d'énergie, d'efficacité énergétique. C'est au niveau international, mais au Maroc, nous avons un programme pour atteindre 12% d'économie d'énergie. L'énergie la moins chère, c'est celle qu'on ne consomme pas. Hein. Et il est important, dans l'industrie, dans le transport, dans le bâtiment, d'avoir des stratégies pour que ces secteurs consomment le gaspillent le moins possible. Hein. Il s'agit de développer le pays, il s'agit de consommer. On consomme très peu par habitant, on va consommer plus par habitant, mais il faut qu'on arrête le gaspillage. C'est le point le plus important. Aussi important que le reste. Hein. C'est moins cher de faire de l'économie d'énergie que d'investir dans une nouvelle centrale, renouvelable ou pas. Hein. Donc c'est dans la stratégie. Gaz naturel va jouer un rôle plus important. Et les cycles, l'avantage du gaz naturel, il est à 2 niveaux. On émet moins de CO2 que le charbon. Et on a aussi des centrales qui ont un meilleur rendement. Donc on consomme moins de carburant pour faire de l'électricité. Donc c'est des technologies qui sont très intéressantes et c'est des centrales qui se construisent très très vite. Ça aussi c'est un autre avantage parce que dans le nucléaire on oublie. Hein, quand vous décidez d'un programme, c'est sur 20 ans, sur 30 ans. Il faut plusieurs années pour construire un réacteur nucléaire. Beaucoup d'argent qui est mis d'investissement dès le départ pour des périodes de temps très longues avant de commencer à produire le moindre kilowattheure. Donc c'est très lourd financièrement au début. Ça a bien été dit tout à l'heure par M. Sulaoui aussi, la part du carburant est faible dans le nucléaire, mais l'investissement de départ est très très lourd. Donc l'entrée, et on ne peut pas rentrer avec un seul réacteur, il faut avoir un programme
sur pas 1, 2, 3, mais plusieurs réacteurs. Donc c'est pour ça que le choix d'entrée nucléaire est très important. Et il faut le prendre en tenant compte de tout cela. Ça a bien été dit aussi pour les déchets sur 10 000 ans, si on intègre ces coûts. Et un point, je vous ai ajouté, Three Mile Island a stoppé le nucléaire aux États-Unis dans les années 70. Et le nucléaire aux États-Unis, c'est le privé. Et aujourd'hui, le kilowattheure charbon aux États-Unis revient moins cher que le kilowattheure nucléaire, sur des bases purement privées. C'est pour ça que le vrai coût du nucléaire, et chaque pays est en train de revoir un peu ses comptes, parce que si on intègre la gestion des déchets si on intégrait 10 000 ans, il n'y aurait aucune chance, mais déjà de voir comment on pourrait gérer cela. Et l'autre volet, c'est aussi de voir que les nouveaux risques sont nouveaux. Il y a des nouveaux risques qu'il faut intégrer aujourd'hui dans les filières existantes. Donc je crois que cette filière a un certain avenir dans certains pays, mais sûrement pas partout, et que ces choix intègrent non seulement les générations d'aujourd'hui, mais aussi les générations futures. Donc il faut vraiment prendre en compte, et je crois que ça avait été dit tout à l'heure, que c'est un débat politique, pas que de technocrates, et je crois que c'est très vrai. Et c'est un volet qui engage tellement les générations futures qu'il faut vraiment, qu'il est nécessaire d'avoir un vrai débat à ce sujet. Et merci. Mr. Okita, maybe an intervention about the question of surety? Okay, I cannot answer directly, but I will make some comment. So the nuclear field people sometimes says 3S problem: safety, security, and safeguard. And IAEA, I heard that IAEA, International Atomic Energy Agency, declared that so three altogether should be altogether developed, because in this Fukushima accident, so U.S. or Western countries' power plant is how to say robustness to this kind of water problem, because it installs terror countermeasures. Terror countermeasure is also useful to the natural disaster. So the safety and security or safeguard should be altogether developed. It's a IAEA concept recently. And for the safety concerns, IAEA developed their safety principles or safety design principles or safety culture. What is a safety culture? Such kind of things should be so deeply discussed in IAEA. But after this Fukushima accident, we should reconsider what is safety design, especially the rare event. What kind of rare event should be considered? What level of countermeasure should be installed to the rare event? Or it's any kind. If we cannot consider any kind of initial event, we should do some good measures to the loss of power or loss of cooling capability. Such kind of design principle should be reconsidered, and operational procedures should be reconsidered once more, and especially the emergency procedure should be reconsidered once more. It's how to say we should do after the Fukushima accident. Thank you very much. Il nous reste 5 minutes, donc on va prendre 3 dernières questions. Alors, de ce côté. Là. Au milieu. Oui, bonjour. Je m'appelle Abdelaziz Tazi, je suis étudiant en première année à l'ISCA Casablanca. Donc c'était par rapport à l'intervention de M. Mouline. Enfin, vous avez parlé
l'énergie éolienne et de, enfin, les avantages de ces technologies. Et en fait, on a parlé des désavantages de l'énergie nucléaire et des avantages. On n'a pas parlé des désavantages de ces éoliennes-là. Il faut savoir que ces éoliennes font énormément de bruit, que des études ont été faites et qu'il y a énormément de stress les habitants souffrent de stress et de malaise. Il faut savoir que ces machines aussi durent pas plus de 25-30 ans, qui coûtent très très cher, qu'il faut les entretenir. Donc moi je me dis que dans un contexte le Maroc veut se lancer dans un programme vert, je suis tout à fait d'accord, je suis pour, mais moi je pense qu'il y aurait des priorités plus ou moins économiques. Par exemple, si on se focalise surtout sur l'énergie pour avoir une énergie rapide, parce que les pays développés vont pas s'arrêter à un plan vert. On l'a bien vu aux accords de Copenhague en 2010, qui ont été un gros flop. Là, après Kyoto qui vont s'arrêter en 2012, on sait pas où on va aller. Donc, moi, je me dis que le Maroc, dans une intégration à la mondialisation dans le volet économique et échanges internationaux, je pense que ce serait plus intéressant de se focaliser plus sur des secteurs d'avenir comme l'informatique, comme des choses qui vont vraiment faire progresser l'économie marocaine et le faire intégrer dans ce processus, plutôt que de s'intéresser à des plans qui peuvent venir à l'avenir, qui peuvent venir avec le temps, sachant qu'il y a des pays en parallèle, les pays européens s'adaptent plus ou moins à la régulation, surtout la France et l'Allemagne. Mais les États-Unis, la Chine, leurs déchets sont énormes et ne cessent de progresser. Donc pour s'aligner par rapport à ces pays-là, il faudrait plus, je pense personnellement, s'intéresser à des sujets plus porteurs d'avenir. Parfait, merci. 2 dernières questions. Alors derrière, et la dame, voilà. Et ensuite, vous. Je m'appelle Farah Hachbab, je suis en première année ISCA Grande École Casablanca. Je veux seulement dire comment vous considérez qu'il y a parfois une certaine contradiction entre les moyens et les finalités. On a utilisé l'énergie nucléaire pour pouvoir servir le développement durable, mais malheureusement on a rencontré plusieurs problèmes. On a commencé avec Tchernobyl en 1986, après le lac Minamata au Japon. Et ensuite, il y a quelques mois, on a constaté un cas qui est très notable, et celui dans le cadre de la coopération nord-sud entre la France et l'Inde, il y a l'entreprise Arriva qui a fait une sorte de coopération qui consiste à la constitution, à l'établissement d'un réacteur nucléaire qui va causer le déboisement d'une surface assez importante qui est considérée comme une région parmi les régions les plus chaudes et les plus riches biologiquement. Je veux seulement savoir à quel point on aura confronter ces problèmes et cette contradiction entre l'énergie renouvelable et ses inconvénients plus que ses avantages. Merci. Donc la troisième et dernière question. Donc voilà. Merci, Bedia Khalid, journaliste à Challenge. Vous avez parlé de régulation. Ma question s'adresse à Monsieur Oujita, mais à qui voudrait bien y répondre. On a parlé de régulation et d'instances mondiales, mais en attendant, comment expliquer à l'opinion internationale que cette industrie, malgré toutes ces instances de gestion et de contrôle, notamment l'AIEA, n'a pas vu que les réacteurs nucléaires japonais étaient dans une région à forte sismicité? On peut toujours arguer et dire que le bâtiment et la centrale ont été construits pour résister à un séisme. Cela a été prouvé, c'est vrai, mais avec le nucléaire, il suffit d'une occurrence, fût-elle sur 1 million, pour tout remettre en cause. Et une autre question pour M. Slaoui. Est-ce que dans votre coût compositif du nucléaire, vous avez
inclut le coût du démantèlement? Merci. Je vais répondre à cette question sur le coût. Alors, bon, moi, les coûts que je vous ai donnés viennent d'une étude finlandaise. Alors, ayant été dans un département nucléaire, dans un ministère de l'énergie, enfin, le secteur de l'énergie parle. Alors, bon, je n'ai pas les moyens de contrôler ces chiffres-là, mais notamment en France, dont 75% de l'électricité provient du nucléaire, ils estiment le coût de l'électricité nucléaire à 4 centimes du nucléaire, sachant qu'il y a un fonds dédié pour le démantèlement. Donc après, on parle de 1000 ans concernant les déchets, mais il faut savoir qu'une centrale nucléaire est faite pour fonctionner tout au plus, mais vraiment avec les prolongations, etc., les prolongements de l'ordre de 50 années. Et donc ensuite, il y a des fonds qui sont dédiés au démantèlement. Donc ils partent de 4 centimes d'euros. Je ne suis pas en mesure, je suis tout à fait neutre et je ne suis pas en mesure de maîtriser les coûts. Et personne, je pense, même dans le département du nucléaire dont je vous parle, personne n'était en mesure réellement de mesurer le coût. Mais 4 centimes, on reste bien évidemment bien en dessous des prix aujourd'hui de coûts de production des énergies renouvelables. Et c'est ce qui fait qu'en France, le coût d'électricité est l'un des plus faibles de l'Europe quand on compare notamment au prix de l'électricité en Allemagne ou au Maroc. Donc maintenant, je vais permettre de répondre, aux speakers de répondre aux différentes questions. Donc on peut commencer par la dernière et ensuite aux premières. La régulation d'abord. J'y vais. Très bien, très rapidement. Je crois que sur ce dernier point, oui, le démantèlement doit être intégré. Il y a beaucoup d'évaluations sur le coût réel du démantèlement. Et je crois qu'en France, aujourd'hui, il y a une grande étude qui est lancée par les politiques pour calculer ce vrai coût du kilowattheure nucléaire. Impact non seulement d'un point de vue industriel, mais aussi pour la communauté. La gestion des déchets sur plusieurs années. Le risque, l'assurance, il y a des choses qu'on ne peut pas assurer dans le nucléaire. Donc c'est les États qui le prennent en compte, donc qui le prennent en charge. Donc tous ces volets-là vont être calculés pour donner un coût peut-être un peu plus différent. Le coût des renouvelables, c'est vrai qu'il était élevé et qu'il baisse. Il y a un volet très important. Il n'y a pas une filière énergétique au monde qui a démarré avec un prix qui n'a pas baissé par la suite, nucléaire compris. On a démarré des développements, et c'est normal que les renouvelables doivent vivre leur période pour être plus compétitifs, être moins chers. On l'a vu dans l'éolien, et pour répondre à la question de mademoiselle tout à l'heure, c'est important, oui, il y a des inconvénients dans le renouvelable, c'est clair. Le principal inconvénient, beaucoup plus, c'est celui de l'intermittence. Un parc éolien, il fonctionne, il n'y a plus de vent, il s'arrête. Il faut quand même l'électricité continue, et cette intermittence, on la gère aujourd'hui et les gestionnaires de réseau doivent apprendre à gérer cette intermittence et c'est ce qu'ils arrivent à faire. Il y a quelques mois, on a eu un record mondial. Pendant 4 heures, en Espagne, 50% d'électricité venait de l'éolien. Ça a duré 4 heures et on a su gérer le réseau avec 50% d'électricité qui venait de l'éolien. Ça veut dire qu'on peut encore plus développer l'éolien. Avant, on disait maximum, c'est 10%. Donc, il y a une évolution sur les prix, il y a une évolution sur la gestion des renouvelables. Et il y a aussi d'autres inconvénients. Bon, dans le solaire, un premier réacteur solaire a été lancé il n'y a pas longtemps qui va fonctionner 24 heures sur 24 pour stocker de la chaleur la journée et que l'énergie solaire, même au coucher de soleil, continue à fournir de l'énergie tout le temps. Comme une centrale au charbon, comme une centrale nucléaire, comme une centrale au gaz. Donc aujourd'hui, il y a nécessité d'accompagner, il y a nécessité, et c'est vrai que les coûts restent élevés. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que nous sommes dans une logique où il faut accompagner ces énergies pour arriver à des coûts acceptables. Et surtout, on va rentrer dans un nouveau rythme énergétique où on enverra des technologies basées sur du renouvelable. Du renouvelable, ça veut dire qu'on n'a plus de problèmes liés au gisement, on n'a plus de problèmes liés à la pollution, donc des émissions de CO2. Si on arrive à maîtriser cela, l'humanité, je pense, tout entière, je sais pas. Et c'est pour ça qu'on a parlé de l'Asie. L'an dernier, 40 000 mégawatts éoliens installés dans le monde. C'est plus que ces 10 dernières années dans le nucléaire. Dans le monde, 40 000 mégawatts. 20 000 en Chine. 10 000 au Texas. Donc, vous voyez que l'éolien, c'est bien parti. On est dans une formule économique. J'ai entendu dire que c'est très cher. Aujourd'hui, au Maroc, pas très loin d'ici, à Tétouan, vous avez une cimenterie qui a son propre parc éolien. Aujourd'hui, elle le fait, elle investit dans son propre parc éolien. Ça veut dire qu'elle est dans une logique économique.
On était à la Lyon il n'y a pas si longtemps, la même chose, une cimenterie a installé un parc éolien de 5 MW. On est de plus en plus dans une logique économique dans les renouvelables, sans subvention. Je vous rappelle qu'aujourd'hui au Maroc, il n'y a pas de tarif de rachat, il n'y a pas de feed-in tarif, il y a des crédits carbone, c'est vrai, mais aujourd'hui, on est de plus en plus dans une logique économique pour l'éolien. Le solaire, on y arrive. Ça prendra encore quelques temps et ça nécessite des investissements importants dans la recherche et autres, et ils sont là, ces investissements. Aujourd'hui, la grande partie de la recherche et développement dans le renouvelable est énorme au niveau international pour baisser encore ses coûts, pour arriver à ce grid parity et ensuite, demain, à cette compétitivité par rapport aux autres sources. Donc, c'est nécessaire. Donc, oui, l'histoire de l'Inde, le déboisement, je crois que, attention, ne pas mélanger, s'il y a du déboisement, c'est surtout pour des barrages. Une centrale nucléaire n'a pas besoin de déboiser on n'a pas besoin de déposer une forêt pour faire une centrale nucléaire. Ça prend de l'espace comme toute centrale thermique, mais au contraire, là, il y a un avantage dans le sens où c'est assez, je dirais, restreint et on arrive à gérer ça. Je crois que c'est le point le plus important. Il ne s'agit pas de rejeter une filière par rapport à une autre, c'est de dire aujourd'hui, dans chaque cas et pour chaque pays, il y a un contexte à avoir, à prendre en compte avant de décider de se lancer dans une filière. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que la filière nucléaire n'est pas comme les autres. C'est une filière spécifique. Elle nécessite beaucoup d'approches techniques, politiques, de gestion et des approches aussi de régulation indépendante et de la rigueur. Il faut que tout ça soit rempli pour se lancer là-dedans. Et je crois qu'il faut être très vigilant aussi que ces filières-là nécessitent des ressources qui ne sont pas pérennes. L'uranium, je le dis, je le répète, n'est pas là pour des centaines d'années. Le charbon, on est à 200 ans de réserve. Le nucléaire, on est à beaucoup moins. Donc s'il y a plus de réacteurs dans le monde, on va encore réduire ce temps. Donc attention, il faut que les pays qui ne sont pas encore dans cette filière se posent réellement la question de tous les avantages et de tous les inconvénients avant de se lancer. Mr. Khatib, one comment was to say why the international agency not informed that the Fukushima was in a very dangerous zone, a very seismic zone. Why the institutions didn't inform the people and the regulatory institutions about the dangerous situation of Fukushima? At that time, I mean in the past, nobody recognized that Fukushima is such a dangerous zone. What we have had, the tsunami, was one in 200 years. It's unpredictable. It's when you design for the possible. But what has happened was almost impossible. And that has shown that nature is stronger than man. So, I mean, if you want to design for every single accident, every single opportunity, every single aspect, the cost becomes enormous. But in Fukushima, nobody thought that there is going to be a tsunami of almost 20 meters. So they have had the what we call the auxiliary generators at a level of 6-7 meters, which is normal at that time. Now you have to put these auxiliary generators, backup power as we call it, at a level of 20 meters. You have got to have, for instance, underground cable instead of overhead lines which disappeared. So honestly, I think the Japanese, when they decided Fukushima, they decided with the best knowledge at that time. Now, nature has proven that it's stronger than man, that you have to design for sometimes the unthinkable. And that, of course, is going to bring up the price of a nuclear to such a high degree. But what I would like to say is that tsunamis and such earthquakes are not common in the world. It's in Japan and certain other places. For instance, here in Africa, there is no tsunamis. In the Middle East, there is no tsunamis. There is no earthquakes of that nature. So Japan is a special nature, and it can't be the norm all over the world. Mr. McIngoff, maybe a comment. Yeah, directly to this. I think if you design a nuclear power plant, you have to design against almost the unthinkable.
So you don't have to think we haven't had a tsunami in 100 years or 200 years of this hate, and okay, I can build a nuclear power plant. This is irresponsible, I must say. And the regulator in Japan has tolerated it. There are certain reasons for this. I have talked with the regulator, I have talked with other people, why they have tolerated it. They know it. Of course, otherwise they couldn't build cities in this area either if they have to take this into account. Of course, this was, and that's what I'm thinking. Of course, nature is stronger than man, but you have to think the unthinkable, and you have to build it in a way that the unthinkable cannot cause a severe accident. It will be expensive. It's very expensive. I do agree. But if you want to build a responsible, if you want to be responsible and build a nuclear power plant, you have to do it. Otherwise, you leave it. But I must say, of course, you have to wage the different arguments. Of course, if I know that renewables is a little more expensive, but it has no other harms, everybody goes to renewables. But of course, we do have a lot of wind farms in northern Germany, for instance. The wind blows sometimes, it doesn't blow other times. What to do? We have nuclear power plants which go up and down according to the wind. You have always we need a shadow power plant for those wind farms. Otherwise, you can also develop storage for this. You have to do it, and we do it. It costs a lot of money, but it's not on the market yet. So we have to weigh all the arguments you have. And this, what I said about Japan and the unthinkable, I think this is, leads to a question which was also in the room, the independence of the regulator. You need a strong, very strong independent regulator who tells the government what's wrong, who tells the operator what's wrong. And I guess the Japanese government and the regulator took the right steps in this direction. Thank you. Thank you, Mr. Uchita, and then Madam Kruger, please, the last intervention, but please no more than 1 minute, please. Okay, and seismic study is still under developing. So a seismic specialist wouldn't predict this kind of earthquake. Anyway, so the Kashiwazaki accident 5 years ago, and the Fukushima, Kashiwazaki earthquake, and the Fukushima earthquake, so the plant is successfully shut down, so there was no problem at that time. So the criteria to the seismic problem is rational, I think. But in this time, so tsunami, huge tsunami occurred simultaneously to the earthquake. Such due to the earthquake, infrastructure has all destroyed, and then huge tsunami. It's we should consider, but we couldn't. But we should reconsider after the Fukushima accident. And once more. One more. So we know that nuclear power has the high energy potential, so it's for sustainable development. But so high energy potential means high potential hazard. So, but we engineers must develop such industry or such technology for their future human beings. So many people take energy for a good life. So we should develop nuclear engineering. It's my private opinion. Thank you very much, Madam Kruger. Maybe last intervention. Thank you. A very short intervention. I have one point on the
security of supply, we see actually in countries that are much dependent on nuclear that when a large nuclear power station goes down, or a lot of them, France has had a couple of years of problems now that they had to import electricity because their nuclear reactors couldn't produce because either it was too warm or too cold, and the rivers that they are dependent on for cooling couldn't be used adequately. In Sweden, we've had a situation where 20% of our electricity production went down at one point and needed to be replaced. Now, that problem you don't have with renewables, with wind, because you know when the wind blows, you can plan for it, and you can have a mix of renewables that makes sure that that you don't have these rapid problematic situations. And a very, very last little point. The International Energy Agency has calculated that last year or the year before, subsidies to fossil fuels are up to $400 billion a year. I would find a lot of creative means to use that money to, to build up a sustainable energy system and access for energy to all who don't have access now, instead